parti pour la première édition du Salon international du coton et du textile. Le SICOT qui se tient à Koudougou se veut une plateforme d'échange sur les mécanismes à utiliser pour une meilleure promotion du coton et du textile. Dans ce journal, les échos de la cérémonie d'ouverture et l'ambiance sur le site d'exposition. Pendant ce temps, à Ouagadougou, c'est la 3e édition de la SAMAO qui a ouvert ses portes ce 27 septembre. La semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest concentre les échanges sur les stratégies d'exploitation des ressources minières en Afrique pour en faire un moteur de croissance et de développement durable. Plusieurs engagements ont été émis à l'ouverture de la SAMAO, des engagements à découvrir dans cette édition. Dans l'actualité ce soir, l'opposition politique burkinabé donne des détails sur l'organisation de la marche meeting qui aura lieu dans 2 jours. L'itinéraire de la marche et les consignes de sécurité ont été expliqués à la presse cet après-midi. On en saura davantage dans ce journal. Et puis les nouvelles de la 73e Assemblée générale de l'ONU. À New York, le Burkina Faso donne sa voix sur des sujets de l'heure. Au nom de ces sujets, la peine de mort et la situation sécuritaire au Sahel. Nos envoyés spéciaux nous feront le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cela dit, Koudougou abrite depuis ce matin la première édition du Salon international du coton et du textile. L'événement mobilise des milliers de professionnels venus de divers horizons du monde. À la cérémonie d'ouverture du SICOT, c'est le président du Faso qui l'a présidé et il a annoncé de fortes mesures pour faire de Koudougou la capitale du coton burkinabé et africain. Lassina Ouattara, Adama Guiti et Yarkiteda. Koudougou, le carrefour du coton et du textile. C'est le premier rendez-vous pour jeter les bases de l'émergence de l'or blanc au Burkina et en Afrique. Le SICOT, le Salon international du coton et du textile, première édition réunit des professionnels de toute la chaîne de valeur du coton avec comme enjeu déceler les préoccupations et opportunités du moment liées au développement du secteur. Et à Koudougou ce matin, tous les intervenants sont unanimes. Le salon donne l'occasion de focaliser toute l'attention sur la valorisation des outils modernes de production, de transport et de transformation aussi. Nous souhaitons que cette première édition du SICOT soit une véritable tribune d'échange, mais aussi et surtout une opportunité pour marquer l'engagement de l'ensemble des acteurs du coton africain et burkinabé à emprunter véritablement la voie de la transformation par une meilleure maîtrise des différentes chaînes des valeurs de coton. Ce type de modèle réussi va donner toutes les chances pour une transformation structurelle de l'économie burkinabé, a beaucoup insisté le parrain, le président de la commission de l'UEMOA. Même conviction du président du Faso qui, au vu des enjeux, pense déjà au financement, mais surtout à l'accès au marché, car pour lui, il est clair, il faut une usine de transformation du coton sur place. Nous sommes avancés déjà à près de 3 quarts. Et nous espérons, si toutes les choses se mettent en ligne, que d'ici 2019, nous puissions commencer la construction de cette usine qui doit occuper environ 60 hectares, mais que nous allons moduler en plusieurs séquences. Koudougou était le fleuron de l'industrie textile au Burkina Faso et en Afrique de l'Ouest, et il faut que nous fassions en sorte qu'il retrouve ses lustres d'antan. Et nous sommes engagés à cela parce que nous voulons d'une industrie textile de transformation qui soit florissante et qui permette également de créer de l'emploi. Ainsi, le président du Faso donne le ton et renvoie les milliers de participants à des réflexions intenses à travers des panels pour dégager des perspectives heureuses pour la filière coton. Et après la cérémonie d'ouverture, le président du Faso s'est rendu à l'aire d'exposition du SICOT. Des exposants du Burkina Faso et d'ailleurs y présentent une diversité de produits à base de coton. Les partenaires des acteurs de la filière coton proposent aussi des offres de services sur le site du SICOT. Voyons tout cela avec Lassina Ouattara et Aruna Mari. Le président du Faso dans les allées de l'aire d'exposition du SICOT, le Salon international du coton et du textile. Rangé par rangée, stand après stand, Rock Marc Christian Caboret découvre ici une diversité de produits des acteurs de la filière coton. Sociétés cotonnières, filatures, banques, coopératives de tisseuses, huileries donnent ici à voir une palette de produits et de solutions.
Nous avons visité les différents stands qui manifestent l'intérêt de tous les acteurs de la chaîne de production du coton. Je dois dire que c'est une première édition qui est un véritable succès. Et il reste maintenant à ce que les discussions qui vont se poursuivre permettent de dégager, encore une fois, les pistes de l'industrialisation de l'Afrique dans le domaine du coton. Parce que comme vous l'avez vu, c'est 2 à 3% du coton burkinabé qui est transformé. Ce n'est pas juste. Donc il est important que nous commencions, si nous voulons réformer structurellement notre économie, à faire en sorte que nous soyons maîtres de notre matière première, de bout en bout. La visite du président du Faso galvanise une fois de plus les différents exposants. Les acteurs font des offres pour s'attirer le maximum de clientèle. Vous avez des produits comme le fil et ensuite des sous-produits comme la toile maliwat que nous appelons communément. Nos attentes, c'est de nouer des partenariats commerciaux avec, c'est-à-dire beaucoup de pays. Il y a les Asiatiques qui sont là, et il y a l'Europe qui est là aussi, qui est représentée, fortement représentée, et puis il y a l'Afrique aussi qui est là. Nous sommes venus exposer ici des pains tissés avec dessin, puisque c'est les spécialités de l'Est. Les dessins, les pains tissés, et en foulard, en boubou, on peut transformer tout, on peut faire tout. Plus de 80 exposants venus de divers horizons proposent leur savoir-faire au CICOT 2018. Ces exposants veulent saisir cette nouvelle fenêtre d'opportunité pour faire rayonner la filière or blanc au Burkina Faso. Et puis sachez qu'en marge de la tenue du CICOT, le président du Faso a rencontré les forces vives de la région du centre-ouest. Des échanges à bâtons rompus qui ont permis à Roch-Marc Christian Kaboré de s'enquérir des préoccupations propres à cette région. Le chef de l'État invite les fils et filles de la région au travail et leur fait des promesses. Et comme promesse principale, le président du Faso annonce la réouverture très prochaine de l'usine Faso Fani. Voilà, au cours de ces échanges, le président du Faso est revenu en long et en large sur la situation nationale, une situation marquée par des attaques terroristes au nord et à l'est. Le chef de l'État s'est également prononcé sur des questions politiques, notamment le nouveau code électoral. Lassina Ouattara, Adama Giti et Nyarkiteda. Les armes des soldats tombés ce mercredi matin à Baraboulé ont plané sur ce face-à-face de Koudougou entre le président du Faso et les forces vives de la région du centre-ouest. Une minute de silence pour les rendre hommage. Les leaders d'opinion de la localité ont ensuite entonné l'hymne de la victoire pour montrer leur attachement à la patrie et surtout le courage à lutter contre les ennemis de la nation. Le moment est dur pour le Burkina Faso, reconnaît d'entrée le président Kaboré devant ses interlocuteurs. C'est dur certes, mais à cœur vaillant, rien d'impossible. Notre hymne national le dit, la sueur et le sang doivent nous fortifier dans la même détermination que nous devons nous battre pour la survie de notre pays. Ce n'est pas un combat qui s'arrêtera, je dirais, rapidement. C'est un combat sous-régional, c'est un combat mondial et le Burkina Faso doit pouvoir s'assumer en ce qui concerne sa participation donc à ce combat. Sur le plan politique, le président du Faso note avec satisfaction l'adoption du nouveau code électoral. Il relève cependant que la loi divise dans l'opinion et le président Kaboré a tenu à faire certaines mises au point. Après moult discussions, à la dernière rencontre que nous avons eue, j'ai proposé que nous ayons un compromis sur cette question. Le premier point, nous acceptons d'essayer ce que la CENI propose pour aller au référendum qui concerne la Constitution, ce qui nous permet d'ici là de tirer les enseignements et de voir l'efficacité ou non de la méthode. Et j'ai même dit, si cette méthode est utilisée et qu'elle n'est pas efficace, je prends l'engagement que nous revenons à l'ancien système pour aller au présidentiel. Ce sur quoi le chef de file et le président, il n'est pas mort, il est vivant. Lui-même, il m'a dit de ne pas faire comme si c'était ma proposition, parce que lui, il a proposé ça à la dernière réunion. J'ai dit, tant que ça soit, c'est ta proposition, mais je suis d'accord avec ça. Alors, on comprend mal pourquoi aujourd'hui, ça devient un problème subit. Les options sont certes divergentes, mais pour le président du Faso,
L'objectif commun doit primer d'abord celui de bâtir ensemble le pays. L'ensemble des acteurs doivent s'inscrire dans cette logique, renchérissent certains leaders d'opinion de la région du Centre-Ouest qui entendent se battre pour impliquer fortement les populations à toutes les actions du gouvernement. Autre titre de l'actualité, et nous revenons ici à Ouagadougou, où la 3e édition de la Semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest a débuté ce 27 septembre. Des engagements ont été émis à la cérémonie d'ouverture ce matin. Le secteur privé s'engage aux côtés des autorités pour faire des mines un moteur de croissance et de développement durable. Les autorités, elles, rassurent les investisseurs compte tenu du contexte sécuritaire difficile. Kwale Nebié et Peggy Ouedraogo. De l'audace, il en faut pour tenir cette semaine dédiée aux activités minières à Ouagadougou. Il en a fallu bien plus, rétorquent ces acteurs du domaine venus de la sous-région ouest africaine, mais aussi des autres pays qui exploitent les ressources minières en Afrique. De l'ambition, voilà le dénominateur commun, mais surtout la motivation de la semaine qui ne peut occulter le contexte sécuritaire qui prévaut dans les pays engagés dans la lutte contre le terrorisme. Si l'or occupe la plus haute marche du podium des exportations au Burkina, la présente édition de la SAMAO met en lumière deux notions, la croissance et le développement durable. L'or représente aujourd'hui 71% de nos recettes d'exportation, correspondant à 1308 milliards de francs CFA, contre 1022 milliards en 2016. L'orpaillage chez nous emploie environ 1 500 000 exploitants et produit annuellement environ 10 tonnes d'or. La présence effective des ministres en charge des mines des pays comme le Libéria, le Maroc, le Niger, le Tchad et le Togo rehausse l'éclat de l'événement. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et quand on voit effectivement les termes qui seront développés au panel, oui, il fallait absolument que nous soyons présents pour apporter non seulement notre modeste contribution, mais aussi écouter les autres et tirer les espérances des autres pays. La semaine des activités minières d'Afrique de l'Ouest se tient chaque année depuis septembre 2016. Au nombre des activités prévues à cette 3e édition, la traditionnelle exposition qui se veut innovante cette année, elle reste ouverte jusqu'au 29 septembre prochain. Le chef du gouvernement a représenté le président du Faso à l'ouverture de la SAMAO. Une occasion pour Paul Kabatseba de se prononcer sur le contexte sécuritaire et de rassurer les investisseurs étrangers installés au Burkina Faso. Nous l'écoutons au micro de Kwale Nebié et Peggy Ouedraogo. Je profite de votre micro pour lancer à nouveau un appel à toute la jeunesse burkinabé, à tous les jeunes burkinabés, de garder confiance aux forces de défense et de sécurité, de garder confiance aux institutions, de garder confiance en l'État et au gouvernement, et à notre capacité à faire face à la situation. C'est une situation difficile, bien nous finirons par même. Donc je voudrais également dire que s'agissant de ceux qui sont venus investir chez nous, en particulier dans le secteur des mines, je vais les rassurer également de l'engagement du gouvernement et la détermination du gouvernement à prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des biens, la sécurité des investissements, la sécurité des personnes sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Nous ne ménagerons aucun effort pour le faire. Et les personnes qui ont été enlevées, déjà des mesures sont prises pour en tout cas faire tout ce qui est possible pour les retrouver et les libérer. Tout ce qui est possible, je ne dirais pas plus que ça, mais en tout cas tout ce qui est possible a été entrepris ou est en train d'être entrepris pour cela. Et les investisseurs étrangers sont toujours les bienvenus au Burkina Faso, qui est une terre d'accueil, une terre de paix, une terre de liberté et une terre de démocratie.
On reste dans le domaine de l'exploitation minière avec ce chiffre. Plus de 310 milliards de francs CFA, c'est la somme versée au trésor burkinabé par la mine d'or d'Essakane en 10 ans d'exploitation. On note également plus de 2000 emplois, dont 95% attribués à des nationaux. Ces données et bien d'autres sont contenues dans le rapport de développement durable de la mine d'or d'Essakane, un rapport publié ce jeudi à Ouagadougou. Oscar Soulama et Oumou Sissi. L'apport de la mine d'or d'Essakane est incontestablement important dans l'économie nationale. Un apport qui se chiffre à des centaines de milliards depuis le lancement de ses activités en 2008. Et pour marquer ce 10e anniversaire, un rapport de développement durable 2008-2018 est présenté ici. Il retrace l'histoire et les principaux succès de la mine en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Je voudrais ici souligner que Essakane est un investissement global, comme je l'ai dit tantôt, de près d'$1 milliard US. Et en 2017, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de plus de 320 milliards de francs CFA. Et 55% de ce chiffre d'affaires, soit environ 180 milliards de francs CFA, ont été dépensés au Burkina Faso ici, soit injectés dans l'économie nationale. Cela vous donne une idée de l'importance de cette mine sur le plan national. Et pour le premier responsable du département des mines, cet apport de la mine d'Essakane est une manne pour les populations du Sahel. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les questions de formation, donc de préparation des générations montantes et futures. Il y a eu beaucoup d'investissements dans les questions d'organisation, de renforcement des capacités des communautés locales. Et c'est ce qui crée les conditions, j'allais dire, endogènes, disons, de prise en main de leur propre développement par les communautés. La mine d'or d'Essakane, c'est près de 2300 employés, dont 95% sont des nationaux. La fin des opérations d'exploitation de la mine est prévue pour fin 2025. Mais des prospections se poursuivent pour prolonger la durée de vie de la mine. Autre point de l'actualité, en bref et en image, le Premier ministre a reçu cet après-midi l'ambassadeur d'Égypte en fin de mission au Burkina Faso. Il est allé faire ses adieux à Paul Kabatiba. Le diplomate Hicham Nadji s'en va, mais la coopération entre l'Égypte et le Burkina Faso se poursuit dans des domaines tels que la santé, l'agriculture, la sécurité et le sport. À l'agenda également du Premier ministre ce jeudi, l'inauguration de l'avenue de l'Alénaba Abga. Cette voie située en plein cœur de la capitale burkinabé a été réhabilitée par le gouvernement. Le gouvernement qui poursuit ainsi sa politique de renforcement des voiries au bonheur des usagers de la route. Daouda Ouattara, Bouma Ernest Nipi. Longue de près de 3 km, cette route dénommée Avenue de l'Alénaba Abga, qui était dans un état de dégradation avancée, vient d'être réhabilitée par le gouvernement. Et son inauguration ce jour est une grande fierté pour ses riverains et ses usagers. Donc avant là, c'était pas simple. Il y avait le nid de poules, la voie était carrément foutue. Maintenant vraiment nous sommes contents. Les passages ici maintenant, en tout cas ça va beaucoup. L'avenue de l'Alénaba Abga débute du rond-point du 2 octobre et traverse le quartier Larlé de Ouagadougou. Elle se limite à l'échangeur du Nord. L'avenue est baptisée Avenue L'Alénaba Abga, une manière selon le Premier ministre pour rendre hommage à une illustre personnalité, grand homme de culture, ministre du Mogo Naba du nom de l'Alénaba Abga, qui n'est plus de ce monde. Quand nous étions jeunes, de l'Alénaba Abga était à la radio tous les mardis soirs et tout le monde était à l'écoute. Il prodiguait donc de sages conseils. Il diffusait donc des contes qui nous enseignaient tous. C'était un monument, des monuments historiques. C'est pourquoi il était important que nous viendrons rendre hommage à cette personnalité qui compte et qui comptera pour toujours dans l'histoire de notre peuple. Pour la famille de l'Alénaba Abga, c'est un grand honneur. Et les mots manquent ici pour exprimer sa satisfaction. L'Alénaba Abga, celui qui nous a quittés le 30 juillet 1982, à l'âge de 75 ans, a été toute sa vie durant un visionnaire, un combattant des causes justes, un progressiste.
La réflexion de l'avenue de l'Arlé Naba Abga entre dans le cadre de la politique du gouvernement qui est de renforcer la voirie urbaine en vue de rendre plus fluide la circulation dans la ville de Ouagadougou. Environ 28 km de routes ont été déjà réalisés dans la ville de Ouagadougou, selon le ministre en charge des infrastructures Éric Bougouma. Des réalisations qui ne s'arrêteront pas là, a-t-il ajouté. Nous avons, dans les jours qui viennent, un vaste programme de réhabilitation et de bitumage de la ville de Ouagadougou sera engagé grâce à nos partenaires techniques et financiers. Ainsi, nous avons au total 71 km de routes dans la ville de Ouagadougou qui seront bitumées dans les semaines qui viennent. Des réalisations qui ont besoin d'un entretien pour une bonne durabilité. C'est pourquoi le ministre Éric Bougouma a invité les populations à en prendre soin. Le Larlé Naba Tigré, pour sa part, a offert à la mairie centrale de Ouagadougou, au cours de cette cérémonie, un tricycle assainisseur pour contribuer au balayage des routes de Ouagadougou. Voilà, l'avenue de l'Arlé Naba Abga ne fait pas partie de l'itinéraire de la marche de protestation que l'opposition organise le 29 septembre prochain. L'itinéraire de cette marche et les consignes de sécurité ont été présentés à la presse ce jeudi. Le CEFOP annonce qu'en plus des forces de sécurité de l'État, il mettra en place un service d'ordre pour encadrer la marche. Plus de détails avec Moussa Oudraogo et Pascal Kané. Des consignes pour un bon déroulement de la marche de l'opposition politique du 29 septembre. C'est l'objet de cette conférence de presse. Les responsables du CIFOP veulent organiser une marche pacifique et sécurisée, alors ils entendent être fermes sur les mesures de sécurité. C'est conformer à l'itinéraire donné par le comité d'organisation, interdiction de commencer la marche avant le signal, interdiction de porter armes, projectiles ou tout autre objet dangereux. La sécurité du CIFOP veillera au grain. Les militants de l'opposition et de la société des forces vives vont encadrer les manifestants. Les manifestants seront à l'intérieur et des deux côtés, les militants se tiennent la main pour que personne ne puisse rentrer de l'intérieur ou sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Ce sont les militants qui auront un dossard sécurité qui seront dans la foule, devant, derrière, à tout moment, pour assurer la sécurité des manifestants, indépendamment de la sécurité que l'État, que le pouvoir a le droit de la sécurité. Le CEFOP réitère également son idée de collecter des fonds pour soutenir les forces de défense et de sécurité lors de la marche. Déjà, la journée du 28 septembre sera consacrée à la collecte des fonds dans les sièges des partis politiques affiliés au CEFOP. Selon les conférenciers, en plus des partis politiques de l'opposition, des leaders d'opinion et une cinquantaine de regroupements d'organisations de la société civile participeront à cette marche de protestation. L'autorisation de manifester et l'accompagnement de l'État en matière de sécurité sont acquis. En attendant l'opposition, ce sont les taximens et autres acteurs du transport qui ont sillonné les artères de la ville de Ouagadougou ce jeudi. Ils ont marché pour, disent-ils, soutenir les forces de défense et de sécurité qui se battent souvent au péril de leur vie pour défendre la nation burkinabé. Les taximens qui ont remis un message aux autorités communales s'engagent à s'impliquer davantage dans la lutte contre le terrorisme. Roger Bembamba, Frédéric Etienne Bassenga. Ils paradent dans les artères de Ouagadougou pour montrer tout leur soutien aux forces de défense et de sécurité. De la place Naba comme à la maison du peuple, en passant par le rond-point de la bataille du Rail, le rond-point de la Padoua et le rond-point des Nations Unies, ces taximens mobilisés pour, disent-ils, défendre la patrie, livrent leur message aux autorités. Vous voyez qu'actuellement, dans notre pays, il y a de multiples attaques. Malgré toutes ces attaques-là, le Burkina Faso avance. Le Burkina Faso avance et il avancera. C'est pour cela que nous sommes sortis pour soutenir le président Roch Marc Christian Kaboré et nos forces de défense et de sécurité d'avoir le courage. Parce que nous, les taximans, nous n'allons pas laisser les terroristes envahir notre pays. La fédération appelle donc ses membres à rester mobilisés toujours et en tout lieu aux côtés des forces de défense et de sécurité. Pour Emmanuel Nakolma, chaque taximan doit se comporter comme un policier afin d'apporter leur concours à la lutte. Par ailleurs, comme l'année dernière, la Fédération nationale de syndicats des taximens et des acteurs du transport urbain du Burkina
compte, avec l'appui de la Direction générale de la police, se former sur les multiples aspects du terrorisme. Autre point de l'actualité, nous prenons la direction de New York pour les nouvelles de l'Assemblée générale de l'ONU. Des panels sont organisés sur diverses thématiques, dont celle relative à la peine de mort et à la situation sécuritaire au Sahel. Et sur ce sujet, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Alpha Bari, a donné la position du Burkina Faso. Le point avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yakibo. C'est le speech du président de la nation hôte, Donald Trump, qui a consacré le début officiel du débat général de la 73e Assemblée générale des Nations unies. Sur le tapis est jeté une dizaine de problèmes mondiaux cruciaux. Après la session inaugurale, place aux réflexions par sous-thème et aux rencontres qui s'enchaînent depuis le 18 septembre dernier à la faveur de l'Assemblée générale. Pour avoir fait ses preuves sur plusieurs théâtres de maintien de la paix, le Burkina a eu droit à une place de choix aux côtés des nations conviées pour réfléchir sur les questions de maintien de la paix et le contexte sécuritaire dans le Sahel et au Mali. Du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au chef d'État ou de délégation, tous ont rendu un hommage mérité aux casques bleus déployés dans les zones de conflit. Au panel axé sur la peine de mort, la pauvreté et le droit, le Burkina a séduit par la qualité de son intervention. Une intervention qui réaffirme l'attachement du pays des hommes intègres aux valeurs et principes juridiques qui régissent un état de droit. L'état de droit et des institutions judiciaires dotées de ressources suffisantes sont des priorités pour le gouvernement du Burkina Faso. Plusieurs réformes ont été engagées pour assurer aux citoyens le plein accès à la justice, à l'application des peines plus adaptées. Le Burkina Faso a été depuis 30 ans un pays abolitionniste de fait. Cela s'est traduit dans les faits par la non-exécution des personnes condamnées à mort depuis 1988. Par ailleurs, l'adoption par l'Assemblée nationale du Burkina Faso du nouveau code pénal, c'était le 31 mai 2018, vient parachever la marche de mon pays vers l'application des peines plus humaines. Le ministre Alpha Bari a par ailleurs rappelé l'assistance que le Burkina a toujours soutenu les résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies. Ici, au Burkina Faso, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale poursuit sa série de rencontres avec les forces vives de la nation. Les 25 et 26 septembre dernier, le HCROUN a échangé avec celles des régions du centre-nord et du plateau central. L'objectif de cette tournée, c'est de présenter l'institution et prôner la réconciliation dans la vérité et la justice. Roger Kam, Estelle Judith Assorba. Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCROUN, à la rencontre des forces vives des régions du centre-nord et du plateau central. Léandre Bassolé et son équipe sont allés expliquer aux populations de ces deux localités les missions qui sont les leurs et du même coup recueillir les contributions. Des rencontres suivies d'échanges ont permis aux uns et aux autres de mieux cerner les missions de l'institution, ses activités, sa méthodologie de travail, ses difficultés et les perspectives. En retour, ils ont formulé des suggestions visant à aller dans le sens de la réconciliation et l'unité nationale. Nous avons dit aussi qu'il y a une valeur que nous incarnons, que nous avons, la parenté à plaisanterie, qui peut être utilisée. Et nous avons fait aussi une suggestion à ce que la thématique de réconciliation, mais aussi l'unité nationale, soit un module à enseigner au niveau de l'école primaire et même au niveau des lycées et collèges et même à l'université. Le vivre ensemble ne sera possible que lorsque ceux-là qui ont commis des exactions contre leurs frères burkinabés, qu'on s'asseye sur la même table et qu'on se demande pardon en toute vérité et en toute sincérité. Les rencontres de Kaya et de Ziniari constituent les 7e et 8e étapes des sorties de terrain du HCROUN. Pour le premier responsable de l'institution, ce fut une réussite. Je pense que nous avons eu ce matin vraiment des échanges qui vont nourrir la réflexion au sein du HCROUN et qui vont nous permettre d'avancer en corrigeant ce qui doit l'être et de manière à nous assurer encore une fois que l'objectif que nous recherchons à la fin du processus, c'est-à-dire des Burkinabés réconciliés avec eux-mêmes, que cet objectif est atteint et que chacun s'y reconnaît. Une
fois toutes les 13 régions sillonnées, l'équipe du Ashkroun poursuivra ses concertations avec les partis politiques et les OSC pour recueillir aussi leurs contributions. Ici à la radiodiffusion télévision du Burkina, le nouveau secrétaire général prend officiellement fonction. Maman Lompo a été installé dans ses nouvelles fonctions hier mercredi. Alors que le SG sortant fait son bilan, celui entrant présente les défis qu'il entend relever à la RTB avec la collaboration de l'ensemble des agents. Kwale Nebie et Léonore Ouedraogo, hier Banga. Maman Lompo supplée désormais le directeur général de la radiodiffusion-télévision du Burkina dans ses tâches quotidiennes. Nommé secrétaire général de l'institution, il remplace Lassina Siribié, le tout premier secrétaire général de la RTB, après 32 mois de coordination des structures administratives. La tâche n'était pas du tout aisée, parce que la RTB n'avait pas encore fait l'expérience d'un secrétariat général, donc pas de passé sur lequel il faut s'appuyer pour avancer. Je me permets de louer ici la combativité et l'abnégation de mes collaborateurs directs qui ne ménageaient ni leur temps de repos, ni les efforts pour que nous atteignions ensemble des résultats. Maman Lompo entend relever les nouveaux défis avec la collaboration du secrétaire général sortant. Il s'agit notamment de la construction de son siège, le renforcement de ses capacités opérationnelles, la poursuite de son développement en région, la relance de la production et de la problématique de son financement pour faire face à la concurrence de contenus. Autant de chantiers qui nous ont mobilisés et qui nous mobiliseront davantage dans une synergie d'action aux côtés de M. le directeur général de la RTB. Le nouveau secrétaire général lance aussi un appel à tous les responsables et agents de la RTB à plus d'engagement dans le travail afin que l'institution puisse apporter les bonnes réponses aux attentes des citoyens. Un incendie dans les locaux de l'ISTIC à l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. L'incendie s'est produit hier et a fait des dégâts matériels, mais ces dégâts n'entravent pas la continuité des services de l'ISTIC, selon sa première responsable. Le constat avec Césaire Carrefour et Abdoul Rasmane Zongo. Derrière cette façade sereine du bloc technique de l'ISTIC, Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication, subsistent encore les affres et stigmates d'un visiteur indésirable, passé donc en force dans la salle informatique. Une salle informatique désormais déguisée, pardon, défigurée, en témoignent ses murs, chaises et tables calcinées, ce plafond éventré et 4 ordinateurs endommagés. Dans le box des accusés, un regard interrogateur est jeté pour l'instant sur cette petite machine à fabriquer de l'air conditionné et qui aurait en lieu et place fabriquer du feu ou y a contribué. Tout est parti de ce climatiseur et en même temps ça a pris le plafond comme vous constatez et il y avait 4 ordinateurs alignés justement en bas de cette fenêtre-là. Donc les 4 ordinateurs ont été complètement calcinés et 2 onduleurs. La plupart des ordinateurs, heureusement, ont été sauvés à temps et réinstallés dans une autre salle. L'on tente toujours sur le terrain également de sauver tout ou partie du matériel endommagé. Là, on est en train d'abord de faire un premier nettoyage. Après, on va voir les différents équipements qui marchent et ceux qui ne marchent pas. On a envie de faire un dépannage. La première responsable de l'ISTIC rassure sur l'effectivité et la continuité des activités en cours, mais aussi en vue, ici à Limoges, le Comité national de validation des termes de mémoire niveau 3 en pleine séance de travail en dépit de l'incendie. Les attaques terroristes à répétition constituent le principal sujet d'actualité dans la presse écrite ce jeudi. Les journaux font également cas du séjour du président du Faso à Koudougou. Voici la revue de presse de Vincent Tchendrebego. La sirène de Faso Fani va-t-elle encore retentir? En tout cas, le président du Faso sur place à Koudougou a fait la promesse de rouvrir l'usine courant 2019. C'est ce que nous rapporte Sidouaya à sa une. Devant les forces vives de la région, le chef de l'État a aussi rassuré du démarrage prochain des travaux de réhabilitation de la route Koudougou-Sacoincé et annoncé une hausse des crédits alloués aux jeunes et aux femmes à la suite d'un chapelet de doléances égrenées par les populations.
Cinéma, le père du commissariat de Tampi n'est plus. C'est ainsi qu'aujourd'hui Faso annonce la disparition du réalisateur burkinabé Missa Ebié, mort dans la soirée d'hier. Auteur de plusieurs œuvres cinématographiques, Ebié reste l'un des réalisateurs burkinabés les plus prolifiques de la dernière décennie, commente le journal. Mort la caméra à la main, écrit l'observateur Palga, car c'est sur un plateau de tournage que le cinéaste a tiré sa révérence. L'homme a été révélé au grand public en 2006 avec sa série télévisée Le commissariat de Tampi, qui fut un succès en Afrique francophone. Et depuis, il n'a cessé d'enchaîner les productions avec plusieurs films présentés au FESPACO, dont La Cellule 512, primée comme meilleure affiche à la dernière édition. Un vétéran s'en est allé, selon l'observateur Palga. Encore 8 morts dans les rangs de l'armée, c'est à se demander si les terroristes n'ont pas infiltré le système de renseignement et les stratégies de nos forces de défense et de sécurité, déplore l'Express du Faso, car depuis les premières attaques, on se rend compte qu'ils adaptent leur mode d'opération à tous les dispositifs mis en place par les forces de sécurité. L'armée doit vite réadapter ses stratégies, suggère le journal. Avant de conclure ce journal, sachez que l'émission Controverse reprend du service ce soir sur la RTV. De quoi sera-t-il question et qui sont les invités au débat? Élément de réponse avec Simon Gongo que nous retrouvons en duplex du studio production de la RTV. Bonsoir Simon. Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Vous l'avez dit, Controverse est de retour ce soir après 2 mois de suspension pour fête de mission de vacances. Vous l'avez suivi donc avec Faso Academy. Et ce soir, nous allons parler de la marche de l'opposition programmée pour ce 29 septembre et de son opportunité. Parce que depuis l'annonce de cette marche, justement, des voix s'élèvent et notamment au sein de la majorité pour s'interroger sur l'opportunité d'une telle marche au moment où le pays a besoin d'union pour lutter contre l'insécurité. Mais du côté de l'opposition, on estime qu'il était temps de renvoyer le gouvernement et la majorité à leur devoir, comme à son habitude donc. Controverse réunit les deux partis sur le plateau ce soir. Et sur ce plateau donc, nous aurons des représentants de l'opposition et de la majorité. Les deux viendront donc défendre leurs arguments. Controverse Nathalie Kaoré, c'est tout à l'heure après votre journal à partir de 21h. Voilà, bonne émission à vous. Et puis ne zappez pas après Controverse puisque Draman Datian vous retrouvera juste après pour la dernière édition du journal. Merci de votre fidélité à la RTV.